On s'attaque aujourd'hui à un sujet, un vrai casse-tête économique. On peut le dire, oui. Une anomalie qui nous vient tout droit d'Argentine. On va plonger dans une analyse très très poussée du site Europix sur le marché boursier argentin, l'indice Merval. Et le paradoxe est saisissant. Ah oui, alors l'énigme la voici. Imaginez un indice qui explose multiplié par plus de 1200 dans sa monnaie locale. En 18 ans. C'est un chiffre qui paraît complètement délirant. Totalement. Sauf que, pour un investisseur en euros, ce même indice n'a été multiplié que par 3. Et c'est là que toute la complexité se niche. Ce facteur 3, qui paraît presque décevant à côté de l'autre chiffre, ça représente quand même une performance de plus 209% en euros. Mais c'est ça qui est fou, parce que ce plus 209%, ça pulvérise la performance de notre CAC 40. Ah oui, largement. Qui, lui, sur la même période, de 2007 à 2025, a péniblement atteint plus 29%. C'est ça. Alors la question est simple. Comment un pays qui est synonyme de chaos, d'hyperinflation, de crise politique à répétition peut offrir un marché boursier aussi performant en devises fortes? Ouais. C'est ce qu'on va essayer de comprendre. Et l'analyse donne une clé de lecture dès le début. La destruction monétaire. C'est-à-dire? La performance stratosphérique en pesos, c'est une illusion d'optique. En fait, il y a un chiffre, un seul, qui résume tout. Lequel? 99,8% de la performance en monnaie locale est purement et simplement effacée par la dévaluation du peso face à l'euro. Attendez, pardon. 99,8%, mais c'est vertigineux. Ça veut dire que sur les 120 000% de gains en pesos, la quasi-totalité, c'est du vent, une fumée monétaire. Exactement. C'est fou, hein? C'est dingue. Alors, comment, avec les miettes qui restent, ces 0,2%, on arrive quand même à battre le CAC 40? C'est ça la vraie énigme. Voilà, c'est toute l'histoire de la résilience, presque absurde, de l'économie réelle argentine face à l'effondrement de sa monnaie. Et pour comprendre ça, il faut regarder l'histoire récente. C'est de vraies montagnes russes. Alors allons-y, l'analyse remonte sur près de 20 ans et décrit des cycles d'une violence assez rare. On commence par où? On peut commencer par l'ère Kirchner de 2008 à 2015. D'accord. Là, on a une période de croissance, c'est vrai, portée par les prix des matières premières qui sont très hauts. Mais en coulisses, le système se grippe. Le gouvernement met en place un protectionnisme fort, des contrôles d'échange de plus en plus stricts. Et c'est pas là qu'il y a eu le scandale sur les chiffres de l'inflation? Exactement, c'est l'époque du scandale de l'INDEC, l'Institut national des statistiques. Tout le monde accuse le gouvernement de truquer les chiffres pour les minimiser. Donc déjà, à ce moment-là, le citoyen argentin ne peut plus faire confiance ni à sa monnaie, ni aux chiffres de son propre gouvernement. Ça doit créer une méfiance structurelle. Absolument. Et c'est ce qui fait naître toute une économie parallèle. On voit apparaître le fameux dollar blue, Le dollar du marché noir. c'est ça, qui devient le vrai thermomètre de l'économie. Et puis il y a les Cuevas, ces bureaux de change clandestins qui fleurissent un peu partout. C'est le début de ce que l'analyse appelle une économie schizophrène. On imagine le cauchemar au quotidien. Et l'arrivée de Mauricio Macri en 2015, est-ce que ça a changé quelque chose? Alors il y a eu une tentative, Macri, il arrive avec un programme, il lève tous les contrôles d'échange d'un coup. L'électrochoc. Ouais. Et sur le moment, c'est l'euphorie sur les marchés, sauf que le problème de fond, l'inflation, il est absolument pas réglé. Et donc ça ne tient pas. Ça ne tient pas, le gouvernement s'endette massivement en dollars, et la situation se retourne brutalement avec la crise du peso en 2018. Mais le vrai coup de grâce, c'est la panique qui suit les élections primaires d'août 2019. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Les résultats de ces primaires montrent que le clan Kirchner vont très probablement revenir au pouvoir. Ah oui, Pour les marchés, c'est le signal de la fin de la récréation libérale. Et la sanction est immédiate et d'une violence inouïe. c'est-à-dire? En 7 semaines, à peine 7 semaines, l'indice Merval s'effondre de 58% en euros. 58% en même pas 2 mois. C'est une panique totale. Total. C'était la peur d'un retour au protectionnisme, à la planche à billets. Et ils ont eu raison d'avoir peur. Le marché a bien anticipé, oui. Ce qui nous amène à la troisième phase, le retour des péronistes de 2019 à 2023. Le Covid arrive, le gouvernement doit financer des aides massives. Et il n'a qu'un seul outil. La planche à billets. Le résultat, c'est une spirale inflationniste qui devient incontrôlable, 55% en 2021, 95% en 2022, et on atteint 211% en 2023. 211%, c'est dans ce contexte que l'analyse parle de ce fameux cepo cambiario.
ce carcan monétaire. Concrètement, ça ressemble à quoi de vivre là-dedans? Mais imaginez, vous recevez votre salaire en pesos. Chaque jour qui passe, il perd de sa valeur. Vous voulez acheter des dollars pour vous protéger, mais l'État vous dit non, c'est 200 dollars par mois au taux officiel. Ils savent que ce taux officiel, il est introuvable. C'est une fiction, personne n'y a vraiment accès. Alors vous allez dans la rue, dans une cueva, pour acheter des dollars au marché noir, mais là, ils coûtent le double. C'est ça, le quotidien. C'est un système qui paralyse tout. Et dans ce chaos, la bourse, elle devient quoi? Une sorte de casino? C'est plus que ça. Elle devient un mécanisme de survie. Ah oui, L'analyse le montre très bien. Les Argentins n'achètent pas des actions pour parier sur la croissance. Ils achètent des actions parce que ce sont des actifs réels. Des parts d'entreprises qui ont des usines, des terres, des marques. des choses tangibles. Exactement. Ils savent que la valeur de ces actifs finira par s'ajuster à l'inflation, contrairement à leur peso qui s'évapore. La bourse devient un des rares refuges. On a donc un chaos monétaire total, une inflation à 3 chiffres. On se dit que ça ne peut pas être pire. Et pourtant, Et pourtant, fin 2023, arrive un candidat qui promet une thérapie de choc encore plus violente. oui, Javier Milei, c'est là que l'histoire bascule, encore une fois. Il se définit comme un anarcho-capitaliste. Il est élu en décembre 2023. Et son arrivée est décrite par l'analyse comme un des chocs monétaires les plus brutaux de l'histoire moderne. C'est ça. Dès qu'il prend ses fonctions, il annonce une dévaluation de 54% du peso. 54%. En une nuit. Un euro ne vaut plus 395 pesos, mais 885. Le choc a dû être terrible pour les investisseurs étrangers. Dévastateur. Le Merval venait d'atteindre un sommet historique en euros, à près de 2400. En 3 semaines, il s'effondre de 57% et retombe à 1040 euros. C'est une purge absolue. Mais l'article date de fin 2025, donc il y a un peu de recul. Alors, 2 ans après, est-ce que cette thérapie de choc a fonctionné? L'analyse dresse un bilan contrasté, mais avec des points positifs qui sont assez notables. Lesquels, par exemple? Le plus important, le pays a retrouvé un excédent budgétaire. Ça n'était pas arrivé depuis des lustres. L'inflation mensuelle est passée de 25% au pire de la crise à environ 3%. Ce qui est encore énorme, mais c'est une amélioration spectaculaire. C'est une division par 8. Et les réserves de la Banque centrale sont repassées dans le vert. Politiquement, il a aussi réussi à remporter les législatives d'octobre 2025, ce qui lui donne plus de marge de manœuvre. C'est un tableau presque idyllique. Il doit bien y avoir un revers à la médaille. Bien sûr, le coût social a été énorme. Une forte récession en 2024, un pic de pauvreté qui a atteint 52,9% de la population début 2024. Plus d'un Argentin sur 2? Oui, avant que ça redescende vers 31,6% mi-2025. C'est le prix de l'ajustement. Mais l'analyse souligne un signal technique très encourageant plus récemment. Ah! Sur le dernier rebond, entre septembre et novembre 2025, il s'est passé quelque chose d'inhabituel. La performance du Merval en euros, plus 73,7%, a dépassé celle en peso qui était de plus 64%. Attendez, comment c'est possible? Ça veut dire que le peso s'est apprécié par rapport à l'euro sur cette période? Exactement. C'est un phénomène rarissime en Argentine. Et qu'est-ce que ça suggère? Ça suggère que la confiance dans la monnaie commence peut-être à revenir un peu, et que les investisseurs étrangers sont prêts à payer une prime pour entrer sur le marché. C'est un signe de stabilisation potentielle. Pour bien saisir toutes ces dynamiques, l'analyse d'Europix utilise une méthode très visuelle, 3 graphiques qui, mis côte à côte, racontent toute l'histoire. Oui, et c'est extrêmement parlant. Le premier graphique, c'est le Merval en euros. Et là, c'est la première grande surprise. Oui. Malgré le chaos, les crises, les effondrements, la courbe évolue à l'intérieur d'un canal haussier de long terme. La progression moyenne depuis 2007 est de plus 6,7% par an. C'est incroyable. Quand on regarde ce graphique, on se dit finalement, c'est un investissement qui monte tranquillement. On oublie complètement les crises et l'hyperinflation qu'il y a derrière. C'est une illusion d'optique parfaite. C'en est une. J'imagine que le graphique en pesos, lui, ne raconte pas du tout la même histoire. Pas du tout, non. Le deuxième graphique, le Merval en pesos, c'est une fusée. Une courbe exponentielle. Voilà, avec une croissance annuelle moyenne de presque 44%. Mais on l'a dit, ça, c'est pas de la création de richesse, c'est le miroir de la destruction monétaire. Et donc, logiquement, le troisième graphique nous montre l'origine du problème. Précisément. Le troisième graphique, c'est le taux de change euro-peso. Et c'est une autre courbe exponentielle, quasi verticale, qui illustre la chute sans fin de la monnaie argentine. C'est là qu'on voit les 34,6% de dépréciation par an. Exactement.
Et l'article montre d'ailleurs que la relation mathématique est très simple. La performance en euros, c'est en gros la performance en pesos divisée par la dépréciation du peso. Et le calcul tombe juste. Quasiment. Si on fait le calcul, on retrouve presque parfaitement la tendance du premier graphique. C'est implacable. Donc, si je résume, la folle envolée en pesos, c'est juste une course pour ne pas perdre d'argent, alors que la petite hausse régulière en euros, c'est le vrai gain de valeur résiduelle. C'est une excellente synthèse. Alors, avec tout ça, que dit l'analyse sur l'avenir en pesos? Faut-il se ruer sur l'Argentine? L'article reste prudent. Il propose 3 scénarios. D'accord? Le scénario central, auquel il attribue une probabilité de 60%, c'est la poursuite de la hausse à l'intérieur de ce fameux canal. C'est le scénario « l'Argentine reste l'Argentine », quoi. Le chaos organisé continue. Voilà. À condition que le programme de Millet ne déraille pas. L'objectif serait alors de revenir tester les sommets historiques, autour de 2200-2400 euros. C'est fascinant que la normalité argentine soit ce canal aussi chaotique. Et les alternatives? Alors, il y a un scénario optimiste, à 20% de probabilité. Ce serait si Millet réussit vraiment à stabiliser durablement l'économie, à briser les cycles de crise. Ce qui serait une première. Ce serait historiquement rare, oui. Et à l'inverse, le scénario pessimiste, aussi à 20%, c'est un retour au chaos politique, l'échec du plan actuel, et là on pourrait revoir l'indice vers le bas du canal, dans la zone des 600-800 euros. Ce qui nous amène au profil de l'investisseur. On comprend bien que c'est pas un placement pour un père de famille prudent. Ah non, l'auteur est formel là-dessus, c'est absolument à proscrire pour les profils prudents, c'est un marché pour quelqu'un qui peut supporter une volatilité extrême. Avec un horizon de long terme, j'imagine. Plus de 10 ans. Et surtout qui a le courage et le sang-froid d'acheter quand tout le monde panique. C'est une stratégie contrariante poussée à son paroxysme. L'exemple chiffré dans l'article résume bien le dilemme psychologique. Oui, 10 000 euros investis en 2007 sur le Merval vaudraient 30 900 euros aujourd'hui. Et sur le CAC 40? 12 900 euros. La surperformance est énorme. Oui, mais à quel prix? Exactement. Pour obtenir ça, il aurait fallu supporter 11 corrections majeures, dont plusieurs chutes de plus de 50% en quelques semaines. Ce sont des nuits blanches à se demander si on a tout perdu. Il faut vraiment avoir l'estomac solide. Pour résumer, la conclusion de l'analyse est... Profondément contre-intuitive. Malgré un chaos permanent, la bourse argentine, une fois qu'on enlève l'illusion de sa monnaie, a été 2,4 fois plus performante que celle de Paris. C'est ça. Et tout l'art de l'investissement là-bas, ça semble reposer sur deux choses. Avoir foi en cette tendance de fond en l'euro et avoir les nerfs d'acheter quand les journaux titrent sur l'apocalypse. C'est une parfaite synthèse. Parier aujourd'hui sur le Merval, c'est parier sur la réussite du plan de stabilisation de Javier Milei. Mais l'analyse ne s'arrête pas là, n'est-ce pas? Il y a une conclusion plus provocatrice. Oui, elle se termine en nous tendant un miroir. Ah oui, cette fameuse comparaison finale assez audacieuse entre l'Argentine et... La France. Exactement. L'auteur met en lumière ce qu'il appelle des similitudes troublantes dans les déséquilibres structurels. C'est-à-dire Une dette publique très élevée et qui continue de grimper, des déficits budgétaires qui semblent impossibles à combler et un niveau record de dépenses publiques. Historiquement, ce sont les ingrédients des crises argentines. Ce sont les mêmes ingrédients, oui. Mais il y a une différence de taille, et l'article le mentionne bien, c'est l'euro. La France ne peut pas faire tourner la planche à billets. C'est la différence cruciale. L'analyse utilise une image forte, elle qualifie l'euro de camisole monétaire. C'est une contrainte qui nous protège de l'hyperinflation, une ancre de stabilité. Une protection donc. Mais la question que pose l'article en conclusion, c'est pour combien de temps? Voilà le point final, et c'est ce qui invite à réfléchir. L'histoire argentine est une longue démonstration que l'accumulation de déséquilibres, ça finit toujours par être sanctionné. Les lois de l'économie, tôt ou tard, reprennent leurs droits. Et donc, la pensée laissée en suspens? C'est que si la trajectoire des finances publiques françaises ne change pas drastiquement, rien ne garantit que les marchés financiers accepteront éternellement de financer la dette du pays à bas coût. Il pourrait un jour exiger des taux à l'Argentine. C'est la crainte. Et l'article conclut avec cette question qui fait un peu froid dans le dos. Qui était vraiment l'émergent dans cette histoire?